messieurs, bonjour, bienvenue à ce numéro de Téléfoot. Saluons le Football Club de Nantes qui est champion d'automne. Je crois que c'est une belle récompense pour les Nantais après tous les coups durs, tous les malheurs qu'ils ont eus au cours des dernières semaines. Et un autre coup de chapeau, celui-là tout à fait personnel, le superbe trophée qui est à mes côtés, c'est l'Anneau d'Or, la plus grande récompense pour la télévision, pour un reportage en direct, que le service des sports de TF1 a reçu. Mais oui, c'est organisé par la ville de Lausanne, le CIO, l'UER et la télévision suisse SSR. C'est l'Anneau d'Or, donc, qui est attribué tous les 2 ans. Et le service des sports de TF1 l'a reçu pour le reportage du dernier Paris-Roubaix. Alors un grand bravo donc à TDF, à la SFP, à Gérard Vandergut, le réalisateur, et aux commentateurs Daniel Potra et Jean-Michel Lelio. À mon avis, s'ils savent se tenir, demain après la conférence, on devrait boire. Voilà, on passe maintenant au football et on rejoint Didier Roustan et Jean-Michel Larquet qui vont nous parler respectivement de Monaco-Bordeaux et de Lille-Nantes, les 2 matchs au sommet de la 19e journée hier soir. Ça va venir tout de suite et on commence par ça. Oui, et à Monaco, hier soir, on a bu également, mais on a bu de l'eau, évidemment, beaucoup moins sympathique, et il pleuvait effectivement des trombes d'eau sur la Côte d'Azur, comme cela est souvent le cas, et ça commence plutôt mal pour Bordeaux, puisque Alain Giresse, après un choc avec Pangiani, est bien touché à la cheville, la malléole interne, une belle semelle de Philippe Pangiani sur le capitaine de Bordeaux, qui va boitiller pendant un bon petit bout de temps. Oui, je sais, Philippe, oui, c'est peut-être pas volontaire, je sais que tu es un joueur régulier, mais en tout cas, ça fait très mal. Le match est assez équilibré. Bordeaux semble avoir la situation bien en main. Monaco, vous le savez, se cherche à l'heure actuelle, n'effectue pas vraiment de pressing. Ici, Bruno Bellone, dans l'une de ses positions favorites, sur la droite, revient sur son pied gauche et tente sa chance, mais enfin pas de quoi s'enthousiasmer pour l'instant. Bordeaux avec ici Dieter Müller, une bonne déviation là sur Tigana, il y avait du monde au centre et heureusement pour Monaco, eh bien Liégeon est intervenu in extremis. Il pleut toujours, mais Aimé Jacquet ne sort pas la capuche ni le parapluie, pris qu'il est par ce match. Ici une tentative de Fusso, Dieter Müller avait suivi au cas où. Vous voyez, rien de très emballant et 2 équipes assez proches l'une de l'autre. On ne peut pas dire que Bordeaux soit inquiété. Finalement, la seule occasion très nette de cette première mi-temps, la voici à la 43e minute. Un bon travail de préparation de Bravo pour Puel. Et oui, il est Lové, Rohr et Benoît qui est tout seul devant Dropsy, qui a été peut-être surpris. En tout cas, Dropsy s'est bien interposé et Bordeaux s'en sort plutôt bien. Encore qu'un match nul à la mi-temps, c'est tout à fait normal sur ce que l'on a vu. Mais là, on a bien failli assister au premier but, à bon contrôle, en tout cas d'Éric Benoît, mais il n'a pas trop l'habitude de se trouver dans cette position. Un super attaquant peut-être aurait marqué tranquillement de l'intérieur du pied. Ici, des résultats qui ne sont pas les bons, puisqu'ils sont inscrits à la mi-temps et toujours le soleil qui brille sur la Côte d'Azur. Toujours de la publicité, la station de métro, tout ça, Cannes, etc. Bon, faut y aller. Vous voyez, c'est parfait. Nous sommes maintenant en 2e mi-temps, à la 50e minute, et il y a 3 pénaltys pour Monaco. Enfin, ça suffira. Il est sifflé par monsieur Vautreau et le ralenti s'impose. C'est Bellone qui a été au dernier moment sévèrement touché par Girard. Girard qui commet déjà une première faute, mais sans doute due à une erreur d'appréciation. Ici, il y a Rohr sur Gingini. Ça se discute. Là, ça ne se discute plus. Il est bien fauché, Bruno Bellone. Et c'est un penalty marqué par Bernard Gingini, tout en finesse, à contre-pied. Il y a Moros qui est tiré souvent à Monaco, mais il en a raté pas mal. Anziani aussi avait tenté sa chance, mais il en a raté un aussi. Donc c'est le grand retour de Bernard Gingini et Bordeaux maintenant qui montre le bout du nez. Une bonne tentative là de Lacombe et toujours ses bons dribbles en pivot. Ces bonnes feintes de corps. Ici, je ne pense pas qu'il y avait faute, puisque c'était imposé bien avant. Gingini n'est pas d'accord. En tout cas, il y aura un 2e pénalty à la 70e minute. Voici l'action. Gingini est parti à la limite du hors-jeu. Et c'est Touvenel qui commet une faute sur Philippe Anziani. 2e pénalty. Des fois on change de tireur. Là il est sûr de lui, Bernard Gingini. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas marqué. Et du même côté, mais un peu plus puissant, c'était préférable, car cette fois Dropsy, lui, était parti sur sa gauche. 2-0 après 70 minutes de jeu. Et bien ça se présente très bien pour Monaco, qui en avait bien besoin, même si Dieter Müller ici inquiète Daniel Bernard, qui est sorti quasiment à la perfection. Monaco assure, est toujours très dangereux en contre-attaque, pourra marquer un 3e but par Bellone du pied droit. Mais oui, et finalement ce 3e but arrivera du pied droit également. Et c'était encore une surprise puisque c'est un gaucher. C'est Bernard Gingini qui signe donc son 3e but de la soirée.
Bravo qui a bien laissé pour Gingini, ce qui a complètement trompé Dominique Dropsy. Finalement, ce match s'est joué à peu de choses. Victoire de Monaco sur le leader. Enfin, il était il y a un petit bout de temps. 3-0. On se retrouve donc au stade Grimm-en-Préjory à Lille pour Lille-Nantes. Des Nantais qui sont venus chercher un officieux titre de champion d'automne. Et des Nantais qui vont se montrer d'abord dangereux par leur ailier gauche Amis. Mais c'est un autre ailier gauche qui va se mettre en évidence dès le début du match, mais c'est l'ailier gauche de Lille, Guillon, qui dès la deuxième minute va s'infiltrer entre Bibar et Derzakarian et décocher un tir terrible du coup de pied dans la lucarne de Bertrand Neumann, une action que l'on voit au ralenti. Guillon a bien armé sa frappe et directement dans la lucarne de BD, ça fait 1-0 alors que l'on ne joue que depuis 2 minutes. Les Nantais, il faut le préciser, qui étaient quand même privés de tout leur milieu de terrain, puisque ni Baron Kelly, ni Touré, ni Poulain n'étaient là, et qu'ils ont évolué hier avec un milieu de terrain qui était celui de la 3e division l'année dernière, avec Maurice, notamment Derzakarian. Ici, toujours une action de Loïc Amis, dont on s'est énormément méfié, qui fait toujours des malheurs à Lille, et toujours une action côté gauche, une faute sur l'Argentin Ramos, et un coup franc sifflé par M. Ferrari, une frappe intérieure du pied et un superbe arrêt de Jean-Pierre Mottet. Jean-Pierre Mottet qui va être un petit peu servi par la chance, mais regardez, il va bien se détendre et le ballon qu'il boxe des 2 points va aller rebondir sur le poteau gauche, sur le piqué gauche comme diraient nos amis belges. Toujours est-il qu'à ce moment-là, Lille mène toujours 1-0 et Ali Lozic va se retrouver en bonne position et seul devant Mottet, il manque encore cette belle occasion. Les Nantais vont dominer et là je vous demande de le voir, c'est Koumbouaré, le remplaçant, le successeur de Seita Donkor avec le numéro 14, un excellent stopper qui donne à Maurice et une occasion unique pour Ramos juste avant la mi-temps, une mi-temps qui survient donc sur le score de 1-0 pour Lille. Et on repart donc en deuxième période. Les Lillois vont subir pratiquement tout le match, si ce n'est ici cette échappée de Meudic déviée par la tête de Bossis qui manque de prendre Bertrand Neumann à contre-pied. Et puis on va arriver à l'incident de ce match. Corner tiré par Loïc Amis, on croit que Mottet va s'en emparer. Au dernier moment, le ballon est dévié. Alors je vous laisse juge. Mais il me semble bien que la mimine de Michel Bibar a quand même effleuré le ballon. Monsieur Ferrari validera le but. Au moins, l'intention de Bibar était nette. Toujours est-il que le match va se terminer dans un climat détestable, avec de nombreux coups francs, une pression constante des Lillois. Mais les Nantais, à la sortie, vont mériter ce nul. Des Nantais qui sont invaincus depuis un certain match contre les Girondins de Bordeaux. Et des Nantais, messieurs les Bordelais, qu'il va falloir aller chercher, excusez-moi l'expression. Pas la moindre victoire depuis le 25 septembre dernier, le Racing est aujourd'hui un club en détresse. D'autant qu'Auxerre n'a pas été tendre avec la lanterne rouge, lui infligeant une nouvelle défaite à domicile. Les Auxerrois prennent d'entrée de jeu l'initiative par Dagneau puis par Garande, qui de 25 mètres inquiète Patrick Batz. Mais dans cette première période, le Racing va faire au moins jeu égal avec les Bourguignons. Sur ce corner, c'est d'abord Ben Mabrouk qui voit son tir repoussé par un défenseur. Et après une récupération du même Ben Mabrouk, c'est Honorine, l'arrière gauche, qui tire de très peu à côté. La mi-temps interviendra sur ce score de 0-0 et dès la reprise, ce que l'on craignait pour le Racing va se produire. Une accélération de Dagneau au milieu du terrain. Dagneau n'est pas attaqué, alors il avance. Arrivé à 25 mètres, il tire. Batz ne peut que repousser et Ferreri ouvre la marque. On joue depuis 51 minutes et Auxerre a failli doubler la mise quelques instants après sur une superbe action de Basile Boli, très en vue hier soir. Mais les Racingman ont eu le mérite de ne jamais capituler et c'est fort justement qu'ils vont égaliser à la 67e minute sur ce corner. Le ballon parvient à Ben Mabrouk qui contrôle
et qui trompe Bats d'un très joli tir de l'intérieur du pied droit. La joie parisienne sera de bien courte durée car 10 minutes plus tard, Perdriau de 20 mètres marque un but superbe qui donne l'avantage à Auxerre. 2-1, ce ne sera pas le score final car sur un 1-2 parfait entre Ferreri et Garande, le meneur de jeu auxerrois est accroché par Zunca. C'est l'indiscutable pénalty. Un pénalty que transforme sans problème Zarmak. 3-1, on en restera là. C'est la 12e défaite des Parisiens qui se rapproche encore un petit peu plus de la 2e division. Il leur reste donc à ces Parisiens une moitié de championnat pour refaire surface. Il y avait donc 6 matchs hier soir. Rouen a battu Metz grâce à un but de Didot. Victoire à l'extérieur du Paris Saint-Germain à Toulouse où ça ne va pas fort en ce moment. But de Suzik, mais Moutier a été le héros du match. Et Laval a battu Bastia 2-1. Zanko a marqué au début, Séné à la fin et c'est Orlanducci qui a marqué pour Bastia. Cet après-midi, 4 rencontres. Sochaux-Lens à 15h et 3 matchs à 16h. Nancy-Brest, Strasbourg-Tours et Marseille-Toulon. Marseille-Toulon qui n'a pu se disputer hier soir. Nous avions prévu de vous montrer des images de ce match. Vous en verrez ce soir dans Sport dimanche soir. Marseille-Toulon, donc cet après-midi au Stade Vélodrome à 16h. On passe au classement de la première division avec donc Nantes qui est champion d'automne avec 2 points d'avance sur Bordeaux. Et souvent le champion d'automne devient champion tout court. Auxerre est à 7 points. Et le Paris Saint-Germain, ma foi, bien revenu, suit juste en 4e position. Dans la deuxième moitié du classement, c'est grave pour le Racing qui est 20e et dernier, mais vous constaterez avec moi que de Sochaux 12e au Racing 20e, il n'y a que 4 points, donc tout est encore possible. Deuxième division à présent, dans le groupe A. Bon match nul donc hier soir entre Le Havre et Orléans, le leader, devant plus de 13 000 spectateurs. Mulhouse a gagné à Caen grâce à un but de Bernardet. Sedan gagne à Abbeville, but de Lagrange et Duhoux contre un but de Dorego. Bonne performance des clubs parisiens, le Red Star qui bat Guingamp, but de Lecornu. Et le Stade français 92 qui triomphe de Valenciennes 2-1, Azam et Ouattara contre un but de Méry. Au classement donc, Mulhouse rejoint Orléans. Rennes est à 1 point, Le Havre à 2, Guingamp à 3, Valenciennes à 4. C'est un super groupe que ce groupe A de la deuxième division. Dans le groupe B maintenant, Cannes avait battu à l'aise dès vendredi grâce à un but de Fofana, la petite merveille noire. Le leader Nice a été battu à Thonon, 2 buts de Zurita contre un but de Daleb. Valence gagne à Martigues 2-1. Marco et Caro ont marqué pour Valence et Martinez pour Martigues. Limoges s'impose à Cuiseaux 3-0, but de Campagnac, Ben Saïd et Amoyal. Aujourd'hui, 3 rencontres dans ce groupe B. Nîmes-le-Puy, 7 Lyon et Saint-Étienne-Montpellier. Cet après-midi à 16h à Geoffroy-Guichard avec Saint-Étienne-Auxerre de division 3 en levée de rideau. Le tout pour 20 francs. C'est Jean-Michel Larquet, ancien capitaine des Verts, qui me demande de vous dire tout ça. Nice est en tête dans ce groupe B avec 25 points. Thonon suit à 3 points. Montpellier et Cannes sont à 4 points et Nîmes est à 6 points. Nous passons maintenant au football international et nous allons voir ce qui s'est passé à l'occasion de la Coupe de l'UEFA. C'était le 3e tour, les matchs allés. C'était mercredi dernier et on commence avec Anderlecht et Arsène Wenger. Avec Stilicho, c'est bon, ça fait Vandenberg, et c'est goal. Remarquable mouvement, Vandenberg en a pris un coup au passage. Riemann, Verkotteren, ça va beaucoup mieux, là ça va peut-être libérer. Et c'est goal. C'est goal. Et c'est Tchernia qui était à la bonne place là. Attention à la carte jaune, Tchernia, il n'a pas resté là et Sifo non plus. Et De Greef, il n'y a pas de hors-jeu. Il y a Sanchez qui est là, Tchernia aussi, avec Chendo. Ça va être difficile parce qu'il est un peu... Oh là là, il y a pénalty. Verkotteren va le tirer. Capitaine qui prend ses responsabilités. Et c'est goal. 3-0, voilà un score évidemment qui est très très important pour le Sporting d'Anderlecht. Kochniakov qui marque pour le Spartak de Moscou qui bat Cologne 1-0. Il n'y aura qu'un seul but dans ce match. Il y en aura 2 au match Craiova-Sarajevo, le premier par Beldeanu et le deuxième sur un penalty de Katamaru sur cette action. Penalty qui n'est pas évident, mais en tout cas qui est sifflé. Et Craiova gagne ce match aller 2-0 contre Sarajevo.
Match au sommet à Hambourg, entre Hambourg et l'Inter, avec un but dès la première minute par Schröder pour les Blancs de Hambourg. À la première minute de la deuxième période, Karl-Heinz Rummenigge, le faux frère, égalise d'un tir extraordinaire, un but partout, et il faudra attendre la 80e minute de la partie, sous le regard des petits toutous, pour voir Von Essen marquer le deuxième but de Hambourg, qui n'a gagné que par 2-1. Ce sera dur à Milan dans 15 jours. Très bon match entre Manchester United et Dundee, avec une belle action de Manchester United et le plus indiscutable des pénaltys que va transformer Strachan. Il n'en a pas raté beaucoup cette saison. Et 1-0 pour Manchester United. À la 47e minute, égalisation de Hegarty pour Dundee. Grâce à Robson, Manchester United reprend l'avantage. Et pour cette excellente équipe de Dundee qui joue en maillot blanc, c'est Sturrock qui égalise après l'heure de jeu, 2-2. Tout se jouera en Écosse dans 15 jours. Enfin, l'équipe de Vidéoton en maillot rouge n'a pas fait le détail contre Partizan de Belgrade, puisque les Hongrois l'ont emporté par 5-0, Szabo marquant 4 buts, le premier que vous venez de voir, le deuxième comme à la parade, le troisième dans quelques instants sur penalty. On joue à ce moment-là la 50e minute de la partie. C'était pas des tocards finalement, ces joueurs de Vidéoton. 3-0, il en marquera un quatrième, Szabo. C'est pas mal dans un match de Coupe d'Europe lorsque le même joueur marque 4 buts. Et le cinquième sera marqué dans un trou de souris par Magère, trompant complètement le gardien de but du Partizan de Belgrade. 5-0. Les matchs retour auront lieu non pas mercredi prochain, mais le mercredi d'après, dans une dizaine de jours donc. Et dans l'ensemble, il s'annonce serré, sauf évidemment pour Anderlecht et pour Vidéoton. Vous savez que rares sont les entraîneurs français à évoluer à l'étranger, mais c'est le cas de Gilbert Gress, celui qui avait mené le Racing Club de Strasbourg au titre de champion. Les Strasbourgeois n'en sont plus là quelques années plus tard. Gilbert Gress est à Neuchâtel-Xamax, il y est depuis longtemps, il s'y trouve bien et notre ami Christian Vella est allé lui rendre visite. Il est actuellement 3e du championnat de Suisse et on parle de lui pour entraîner l'équipe nationale helvétique. Christian Vella et Gilbert Gress. Il m'a reconnu, elle m'a reconnu. Eh oui, elle l'a reconnu. Il faut dire qu'en Suisse, tout le monde connaît Gilbert Gress. Et à Neuchâtel, il passe pour un héros. Une sorte de Guillaume Tell qui aurait son arbalète dans les pieds. Et les flèches qu'il décoche prennent souvent la direction d'une ville où il a laissé un peu de son cœur, beaucoup de sa détermination, une grande partie de son talent et de son temps. Mais Gress ne parle pas de nostalgie à propos de Strasbourg. Il n'a que des regrets quand il considère le gâchis actuel à propos d'un club qu'il avait hissé, lui, au sommet de la hiérarchie française. Mais aujourd'hui, sa vie est ailleurs. Elle est ici, en Suisse, au milieu de ces joueurs de Neuchâtel-Xamax, où l'on joue comme dans